وصل صوتك. في لقاء صحفي خاص اعتبر المفكر الإسلامي المصري الأصل طارق رمضان بأن تونس هو البلد الذي حقق النجاح الأكبر من بين دول الربيع العربي، ولكن على تونس ألا يكون ساذجا. ويقدم طارق رمضان في كتابه الإسلام والصحوة العربية أطروحة بأنه لا وجود للثورات العربية، وأن هذا مخطط غربي أمريكي لخدمة مصالحهم الجيوسياسية في المنطقة. بالحديث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، أكد طارق رمضان بأن الأمريكيين يعملون بجهد ويراهنون على نجاح المثال التونسي. وحول الصراع اللائكي الإسلامي اللي بدا يطغى على الساحة التونسية، اعتبر المفكر الإسلامي طارق رمضان بأن هذا التجاوب هو ثانوي، والأهم تحديد أولويات تونس في المرحلة القادمة كالشغل والتعليم وليس عدد المحجبات. ووجه طارق رمضان سؤالا للطرفين العلماني والإسلامي: لا تقولوا لي كيف تقرؤون القرآن، ولكن حدثوني عن مشاكل المجتمع التونسي. ما هي سياساتكم في التعليم، في التشغيل وفي الاقتصاد؟ كيف لكم أن تحافظوا على تراث تونس، فنها وتاريخها ومستقبلها، وأنتم تدرسون أبنائكم في المهجر؟ من سيبني تونس في هذه الحالة؟ أخيرا حول مؤتمر أصدقاء سوريا، أكد طارق رمضان بأن السؤال الأهم ما هي النتائج العملية من هذا المؤتمر في ظل تغيب قوى عظمى كالصين وروسيا. وعشت في أوروبا وأتيت من أوروبا، وهناك أتكلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية فكما تشاء. Je suis conscient de l'avancée de la Tunisie et que je salue. C'est peut-être le seul pays qui a avancé de la façon dont vous avez avancé, contrairement à tous les autres pays où je vois beaucoup plus des tensions, voire des reculs, voire des manipulations. Et donc je pose des vraies questions dans le début du livre sur avons-nous affaire ou non à des révolutions, et moi je parle de soulèvement, beaucoup plus que de révolution, même si, encore une fois, je viens aujourd'hui dans le pays qui pour moi est celui qui a le plus avancé, même si vous savez comme moi que rien n'est encore gagné. Vous êtes à la croisée des chemins ici en Tunisie. Ensuite, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est comment analyser les faits, comment aussi comprendre les enjeux en Afrique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient. Parce que s'il est vrai que l'énergie populaire a fait beaucoup dans le renversement des régimes, il ne se passe pas dans un vide, et dans un vide politique. Et dans vous aviez hier la conférence ici sur la Syrie, et l'absence de la Chine et de la Russie met en évidence qu'il n'y a rien qui se passe au Moyen-Orient sans que nous ayons à comprendre la triple réalité, la réalité politique des tensions internationales et du jeu qui est en train de se faire entre les nouveaux acteurs régionaux, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Turquie, et d'un autre côté les anciennes forces politiques et puissances politiques que l'on connaît, les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, à savoir que le référentiel d'une société arabe majoritairement musulmane, ce référentiel-là, il ne faut pas le nier. Comment ne pas le nier sans le rendre exclusif à toute autre référence? C'est la question de la vie. Comment réussir à oser dire avec fierté, ben oui, nous sommes arabes et l'arabe est notre langue, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette le français. Comment dire, nous sommes musulmans, l'islam est notre religion, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres traditions religieuses, voire même ceux qui disent dans leur vie et qui décident dans leur vie que la religion n'a pas sa place. L'islam politique n'a jamais disparu, il a été torturé et combattu. Maintenant, vous avez l'émergence de ces courants, ils sont divers. Il n'y a pas qu'un seul courant islamiste, il y en a, vous le savez vous-même ici, entre la tendance salafi, la tendance de Nahda, et même à l'intérieur de Nahda, des courants qui ne sont pas tous les mêmes. C'est la même chose en Égypte. Les Ikhwan musulmans, vous avez des tendances qui sont complètement différentes, ceux qui sont très proches de Erdogan et ceux qui sont beaucoup plus proches du salafisme ou des salafis saoudiens. On a de tout, hein, de Hezb el-Nour par exemple. Donc, la première des choses qu'il faut mettre en évidence, c'est que dans le monde arabe, c'est une donnée objective de la vie et de la pensée politique de ces sociétés-là. Ce qu'il faut mettre avec force aujourd'hui, c'est que tous les courants qui acceptent l'état de droit, qui acceptent les processus démocratiques, qui acceptent le choix des peuples, doivent être partie prenante. Que ça plaise ou non à la France ou aux États-Unis, ça n'est pas la démocratie, ça n'est pas de plaire aux grandes puissances, c'est de respecter le choix des peuples. Et respecter le choix des peuples, il faut une cohérence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être vigilant pour prendre les gens au mot. Ce que vous avez dit, est-ce que vous le faites, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez promis et qu'est-ce que vous faites?
pour les laïcs comme pour les islamistes. Il ne suffit pas d'être laïque pour être libéral politiquement. Moi, j'ai rencontré beaucoup de laïcs qui étaient des suppôts des dictateurs. Donc, ce n'est pas une garantie intellectuelle de démocratisation intellectuelle, le fait d'être un laïc sur le plan de sa référence idéologique. Sur la question de la laïcité et sur la question de l'islam, ben écoutez, c'est un débat avec lequel j'ai eu affaire depuis longtemps en France. La laïcité, telle qu'on l'a vécue au nord de l'Afrique ou au Moyen-Orient, ça n'est pas ce qu'a été le concept et l'idéologie de la laïcité en Europe. Parce qu'en Europe, au départ, qu'est-ce que ça a été? Ça a été un mouvement qui a séparé les deux autorités entre l'État et la religion pour permettre aux religions d'être plusieurs et à l'État de travailler de façon démocratique, c'est-à-dire d'être un élu. Donc ce qu'on appelle séparer les sphères privées du sphère publique. Mais ceci ne se faisait qu'avec la garantie d'un processus démocratique pour la gestion de l'État. Ce qu'on a eu en Afrique du Nord, c'est le contraire. C'est-à-dire, on disait qu'on séparait les deux autorités, mais en fait, l'État contrôlait la religion et pas de démocratie. Donc, el-Ilmaniya, dans la conscience arabe, c'est la dictature et c'est contre la religion. D'ailleurs, même en arabe, des fois, on parle de el-Ilmaniya, on dit el-Ladiniya. C'est-à-dire, c'est contre. C'est un des courants. La raison pour laquelle aujourd'hui, on peut être musulman pratiquant et reconnaître qu'on peut vivre dans un cadre où l'autorité de l'État peut être madani, c'est-à-dire qu'il peut se séparer de l'imposition de la religion. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça la spécificité de l'islam, c'est de ne pas s'imposer à l'État comme le clergé s'impose à l'État, mais de laisser à l'État la possibilité d'être élu et de pouvoir avoir ce processus démocratique. Donc, si on comprend bien la laïcité, il n'y a absolument aucun problème entre être musulman et laïque, si on comprend la laïcité.